de clavardage. Nous allons entendre la présentation de 3 élèves. Vous pouvez faire vos questions générales et c'est à la fin de la présentation de chacun que nous allons répondre à vos questions. Très bien, donc continuons. Je crois que nous avons toute l'audience prête et connectée. Très bien. Voilà, donc bienvenue tout le monde à la conversation nationale du Comité d'intégration de la recherche et de l'innovation. C'est notre première séance d'hiver et c'est devenu plutôt une tradition où nous avons 2, 3 élèves pour nous présenter leurs recherches et leur innovation. Donc voilà la prochaine génération d'élèves qui vont influencer ce que vous faites au centre de gestion. Avec nous aujourd'hui, Emily Hope, Semin Rami et Kaiwei Luo. Je m'excuse pour la prononciation des noms. Donc, on leur donne la bienvenue à ces 3 étudiants. Donc, je viens de lire un commentaire sur mon microphone. Donc, bienvenue à nos 3 étudiants. Et j'aimerais aussi ajouter à ce moment que j'aimerais prendre une minute pour faire une reconnaissance des terres où nous sommes. Pour le centre interservice, nous sommes un centre national, ce qui veut dire que nous avons beaucoup de reconnaissance à faire. Je suis au Canoga. Et donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, ce n'est pas seulement reconnaître la terre ou le territoire où nous sommes, mais penser à la relation que vous avez avec la terre et avec les habitants originels du territoire. Je trouve que c'est très important de penser aux habitants, pas seulement de reconnaître qu'ils étaient ici, mais aussi d'essayer de comprendre leurs relations avec la terre. Donc, avant de donner la parole à Emily, j'ai juste une diapositive d'introduction pour la prochaine conversation nationale. Et j'ai même mis un Père Noël car ça va être en décembre. Et donc, nous allons parler sur l'avenir des carburants. Nous avons des chercheurs qui vont nous présenter et nous avons Emily Hope, notre première conférenciste. Merci beaucoup, Heather. Je veux juste m'assurer que vous m'entendez. Très bien, merci. Donc, pour profiter du temps, je vais commencer. Je m'appelle Emily Hope, candidat au doctorat à l'Université de Toronto sous la supervision de Dr. Lawton et j'étudie l'économie des incendies forestiers, surtout sur la suppression aérienne. Donc, j'aimerais commencer en disant que je ne suis qu'au début dans mon voyage de recherche. Donc, si vous avez des idées, des recommandations, des suggestions sur la suppression aérienne et sur l'économie des incendies forestiers, s'il vous plaît, dites-le moi car j'aimerais avoir une conversation avec vous. Donc, je vais commencer par introduire cette carte routière et voir quels sont les sujets, les questions que nous allons répondre, des questions journalières telles que qui, quoi, pourquoi, comment et alors. Les points clés à retenir et pourquoi cette recherche est importante. Donc, pour répondre au qui, je suis Emily
étudiante à l'Université de Toronto, mais avant ça, j'étais économiste des ressources forestières au Service canadien des forêts, qui fait partie des Ressources naturelles Canada. J'étais économiste pendant 10 ans. Et au cours de ces 10 ans, j'ai eu l'opportunité d'étudier beaucoup de questions sur les ressources forestières, telles que espèces envahissantes, carbone, bioénergie, et tout cela en relation avec les forêts. Et j'ai bien pu pratiquer mes muscles d'économiste pour mieux comprendre comment l'économie peut s'utiliser pour résoudre aux défis forestiers. Et au cours de ces 10 ans, de temps en temps, j'ai eu l'opportunité d'étudier les feux de forêt. Je suis tombée amoureuse car c'était une intersection entre les problèmes sociaux, d'économie et politique. Donc, j'ai décidé de retourner à l'école et d'étudier feux de végétation. Et dans ces études, je me suis rendu compte que les aéronefs peuvent résoudre beaucoup de ces problèmes et que au Canada, nous avons un programme très avancé. Donc, j'aime beaucoup ce sujet et j'ai pu le connecter avec mes études. Au cours de ce doctorat, je vais prendre mes études et mes recherches de retour au Service canadien des forêts pour supprimer les feux de forêt. Au cours des années 70 et 80, nous avons eu beaucoup de chercheurs centrés sur ce type de sujet et donc je trouve très intéressant de revisiter ces recherches. Si vous n'êtes pas aussi familiarisé avec l'historique de l'avion au Canada, vous devez savoir que les avions sont essentiels à la lutte contre les incendies forestiers. Il y a des machines qui sont utilisées pour éteindre les feux. Il y a d'autres aéronefs qui sont pour l'observation des feux de forêt. Et pour moi, le plus intéressant de tous, les aéronefs qui s'utilisent pour supprimer les feux de forêt avec de l'eau. Et donc, il y a beaucoup de questions et des doutes sur ces types d'aéronefs, tels que quels sont les types d'avions que nous devrons utiliser, car nous avons beaucoup de différents types qui sont plus appropriés à l'environnement et à différents cas d'utilisation. Nous devons voir aussi quels sont les types d'avions disponibles et les avions abordables. Nous devons prendre en compte ces considérations, car ce n'est pas comme si on achetait une nouvelle voiture. Nous devons prendre beaucoup de questions en considération. Il est aussi important à noter qu'il y a beaucoup de questions sur les aéronefs depuis toujours. Ils ont été introduits il y a 100 ans pour supprimer les feux de forêt au Canada et dès là, il y a eu beaucoup de questions sur les agences interservices pour voir qui va opérer ces machines, qui va les gérer, car ça peut être un outil très bon pour supprimer les feux de forêt. Et en gardant cela à l'esprit, j'aimerais parler pourquoi les avions sont aussi importants. Et c'est très probable qu'avec le dérèglement climatique et une mauvaise utilisation du forêt, il y aurait une augmentation de la demande de suppression et ceci se traduit dans une augmentation de la demande d'avions. Cependant, les avions ne sont pas les seules solutions et peut-être que ce n'est pas la plus efficace aussi quant au coût. Et nous avons quelques domaines de recherche sur les aéronefs. Donc, vous voyez ce cercle dans la présentation qui est un avion qui va laisser couler de l'eau. Donc, ici, nous devons voir l'efficacité de l'aéronef. Ceci va avoir un rôle très important lorsque nous étudions le coût de ces machines. Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur cela.
Je suis plus intéressée en ces moments de voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces avions quand ils ne travaillent pas pour supprimer un feu de forêt? Il est important d'avoir toujours des avions disponibles si il y aura une augmentation de la demande à travers le temps. Et en fait, il y a beaucoup de préoccupations sur le terrain que j'ai pu diviser en deux. Tout d'abord, nous avons les préoccupations de logistique et les questions d'avenir. Je me suis rendu compte à travers des conversations que j'ai eues avec l'agence, des fournisseurs privés, des contractants privés, et il y a beaucoup de préoccupations qui réveillent toutes ces communautés. Tout d'abord, nous avons des pénuries de gaz. Il n'y a pas toujours de carburant pour ces avions. Il y a aussi la préoccupation d'approvisionnement en pièces. Quant à la question d'avenir, nous voyons qu'il y a des périodes de cycle journalier de brûlage plus longues. Donc, les avions peut-être vont devoir opérer 24 heures sur 24. Et nous avons aussi des questions sur la saison de feu qui est plus longue. Donc, si nous avons une saison de feu plus longue, nous devons bien nous préparer pour ces longues séances, séances de feu de forêt. Je suis intéressée de voir l'intersection de ces deux questions pour voir quelle est la disponibilité ou les pénuries que nous avons et ainsi prendre en compte les leçons apprises en 2023. Et voilà mon diagramme d'offres et de demandes. Sachez qu'il n'y a pas de chiffres, c'est juste une illustration pour vous montrer l'idée générale, de vous montrer la différence entre l'offre et la demande et que peut-être nous pouvons minimiser cet espace si nous résoudrons des problèmes sur le terrain liés aux avions. Donc, en vert, nous avons la demande d'avions. Quand la saison de feu commence, nous voyons que ça augmente et puis ça rebaisse. Donc, en rouge, nous avons la fourniture d'aéronefs. Nous voyons des montées, des descentes très abruptes qui sont causées par des aéronefs qui sont utilisés pendant la saison de feu. Et après, nous avons une baisse car des fois, ils ont des problèmes de pièces. Et au Canada, ce que nous faisons est de prêter et d'utiliser les aéronefs par les différentes agences. Donc, la différence entre les deux lignes est là où rentre ma recherche. Et donc, voilà ma question de recherche que j'aimerais explorer. La question est-ce que les flottes actuelles peuvent-elles répondre à cette demande ou avons-nous besoin d'un changement? Pour cela, nous devons améliorer l'utilisation des avions actuels et obtenir un nouvel avion. Donc, peut-être que nous devons aussi avoir une autre approche qui soit plus rentable pour augmenter l'offre d'avions, telle que investir dans les nouvelles technologies, extension ou remplacement des flottes et investir dans les flottes nationales. Donc, depuis au cours des 9 derniers mois, j'ai fait beaucoup de lectures, je me suis plongée dans la littérature, j'ai aussi fait des visites aux agences de gestion des incendies forestiers en Alberta et à l'Ontario, où j'ai beaucoup appris de la gestion des incendies forestiers et de comment les supprimer. J'ai pu aussi avoir un entretien avec des entrepreneurs et des fournisseurs privés. J'ai aussi parlé avec des chercheurs et fournisseurs d'autres pays pour voir comment nos problèmes au Canada sont similaires à d'autres régions dans le monde. Et aussi, j'ai pu travailler sur un aperçu de l'approche.
Et ceci me mène à mon plan de recherche à court terme. Le premier pas est de comprendre l'utilisation et les limites des aéronefs de suppression aérienne au Canada, les normes et régulations. Le deuxième pas est de modéliser la demande et l'offre actuelle et future d'aéronefs. Donc ici, nous allons avoir un modèle pour l'avenir et essayer de calculer la demande et l'offre et comment ceci peut changer au cours du temps. Le troisième pas change un peu l'approche pour nous centrer sur l'évaluation des coûts d'opportunité associés aux hélicoptères polyvalents. Donc, j'ai vu qu'il y a une opportunité de coût associée à ce type de machine. Il y en a qui sont utilisés pour différents types de services et d'autres pour fournir de l'eau, par exemple. J'aimerais savoir quel est le meilleur usage de ces machines pour vraiment les apprivoiser. Et finalement, tout ceci va se réunir avec une évaluation de partage des avions et le rôle approprié du gouvernement fédéral. Donc, j'ai déjà dit que nous sommes qu'au premier stade, donc je suis ouverte à un retour d'informations. Idéalement, les résultats de cette recherche vont fournir aux agents chargés de la gestion des incendies forestiers un soutien fondé sur des données probantes. Ceci va aussi les aider à avoir des arguments pour ou contre les décisions de renouvellement ou remplacement des aéronefs, ainsi que telles que des opportunités. Quant aux limites de cette recherche, j'anticipe que la disponibilité des données peut être un problème ou ça peut bien aller. Il est aussi important de noter qu'il y a des restrictions des ressources. Il est peu probable qu'une agence de gestion des incendies forestiers puisse vraiment être présent dans ces investissements et peut-être que dans d'autres sujets, ils peuvent investir pour avoir un autre impact sur les incendies forestiers. Il est aussi important de noter que les avions ne sont pas la seule solution. C'est juste un outil dans une boîte à outils. Peut-être que les agences de gestion des incendies peuvent investir dans d'autres formations, dans le personnel. Donc, je n'ai pas suffisamment de temps pour repasser ces diapositives à détail, mais si vous êtes intéressé, dites-le moi. Et voilà, j'aimerais passer au point clé à retenir. Si vous êtes si vous êtes familier au ce sujet, ceci ne va pas vous surprendre. Mais comme vous le savez, la suppression des feux sauvages est coûteuse. La demande de suppression va augmenter et la répression ne serait pas possible sans les avions, mais les avions de suppression sont coûteux. Donc cette recherche est un moyen de réduire les coûts et de garantir la disponibilité des avions à l'avenir pour faire face à des feux sauvages plus compliqués. Avec ça, je vous remercie. Parfait, merci beaucoup, Émilie. Donc, je sais que votre recherche n'est qu'au le début. On voit des applaudissements dans la boîte de clavardage et d'autres commentaires sur la présentation. Excellente présentation, dit l'audience. Effectivement, merci. Une excellente présentation. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à taper vos questions dans la boîte de clavardage. Et si c'est une question rapide, peut-être que Émilie pourra y répondre après les présentations. Mais Émilie cherche cet engagement. Et donc, c'est un
des meilleurs moments d'être impliqué à la recherche appliquée qui est au début. Et je vais passer à la prochaine présentation de Simin Ramani qui nous rejoint de l'Australie. Je suis très contente de présenter Simin Ramani qui va parler sur l'analyse comparative et d'autres choses très intéressantes qui se passent à l'Australie. À vous, Simin. Et bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Merci. Donc, comme Heather vient de le dire, je suis Simin Ramani, étudiant en doctorat en écologie du feu à l'Université de Western Sydney, Australie. Ma recherche se base sur l'analyse comparative de la structure des forêts avant et après l'incendie. Donc voilà la deuxième diapositive. Et dans ma présentation, je veux vous mener dans une expérience où on voit les personnes et les outils qu'elles utilisent, comment les personnes voient la forêt et la nature différemment. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un visiteur ordinaire qui va dans la nature et un chercheur. Comment est-ce qu'un chercheur rentre dans la nature, rentre dans une forêt et quels sont les différents types de machines et outils qu'il utilise, tels qu'un scanner laser terrestre. Ce sont aussi des outils que les pompiers et gestionnaires des terres peuvent utiliser. Donc cette recherche va donner un peu de lumière sur cela. Je vais commencer en me présentant. Il y a 15 ans, je vivais en Iran et je me baladais beaucoup dans la forêt pour profiter du paysage au nord de l'Iran, au sud de la mer Caspienne. Je me souviens que tout était très vert, l'air très propre. Et je sais que ce n'est pas ma meilleure photo, mais en vrai, j'aimais beaucoup être dans la nature. Donc voilà une photo de moi dehors dans la nature. Je crois que les personnes qui font des promenades dans les forêts le font pour profiter du paysage et pour faire une activité à l'extérieur. Et il y a 11 ans, j'ai déménagé en Australie pour étudier un master en politique publique et gestion d'incendie. Donc, j'ai étudié la diversité des espèces sur le terrain avant un incendie, pendant l'incendie et même après l'incendie pour pouvoir vérifier les types d'écorce et comment elle se conduit après l'incendie ou des perturbations. En tant qu'étudiante, j'ai révisé les arbres en détail et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'espèces et beaucoup de types d'écorces, pas seulement que des arbres d'eucalyptus, mais il y a une grande variété d'arbres. Et donc, j'étais très surprise de voir une grande variété de types d'écorces. Pendant ce travail dans le terrain, j'ai pu évaluer la santé de la forêt et observer la résilience. Voici un exemple de la façon dont un chercheur voit le buisson. Ceci est une photo d'une étude de Fairman en Australie en 2015.
On peut voir qu'ils se sont rendus dans une forêt juste après un incendie. Donc du côté gauche, c'est la forêt après l'incendie. Nous voyons une grande sécheresse. Et du côté droit, des feuilles vertes. Donc du côté gauche, tout est consommé. Et on voit qu'il y a des arbres qui sont marqués par un X et par des marques en blanc pour après retourner après l'incendie et voir comment le buisson a évolué. Et c'est surprenant de voir que juste après quelques mois, les arbres ont repoussé. Donc, lorsque nous avons une vision de chercheur, nous essayons toujours de mesurer l'auteur des arbres, le diamètre des troncs, et nous voyons que les feuilles ont repoussé, et ceci est une forêt d'eucalyptus. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu avoir un rétablissement rapide à partir des bourgeons situés sous leur écorce ou à leur base après un incendie. Donc, ceci est pour vous montrer ce qui se passe en Australie. Voilà notre exemple de comment un chercheur peut voir la forêt. Sur la photo, c'est moi qui a décidé de faire plus de mesures, avoir plus de données, plus de chiffres pour pouvoir interpréter, avoir une analyse plus détaillée et précise. Donc, j'ai utilisé un balayage laser terrestre. J'ai pu scanner la forêt avec des mesures plus détaillées. Et donc, ce laser terrestre m'a permis de capter des mesures détaillées de la forêt. Par exemple, le diamètre d'un tronc d'arbre, les brèches entre les arbres et les différentes couches. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment ce laser terrestre fonctionne, vous allez voir qu'il capte des données à plusieurs couches. Donc, voilà comment le scanner terrestre voit le buisson. Après avoir fait ce travail de recherche pour collecter les données, j'ai travaillé sur le résultat du GAM, sur la mortalité des arbres, car c'est le sujet principal de mon doctorat. Ici, je voulais voir comment les arbres réagissaient à des perturbations naturelles. Ici, nous avons les arbres de taille moyenne qui sont plus résistants aux incendies de grande ampleur. Grâce à ces données, j'ai pu catégoriser la taille des arbres en trois, donc c'est petit, moyen et grand. Et je me suis rendu compte qu'avant de faire cette analyse, je savais que avec l'âge, les arbres sont plus résilients aux incendies, mais après la recherche, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai, que les arbres de taille moyenne sont plus résistants que ceux qui sont plus grands. Et quant aux petits, il y a des petits arbres qui peuvent être consommés par les incendies, ainsi que les arbres de taille grande qui peuvent être plus vulnérables car ils sont plus exposés à plus d'incendies, ils ont plus d'années, donc ils ont vécu plus de perturbations que les arbres de taille moyenne.
Nous voyons aussi qu'ils ont plusieurs capacités de protection. Donc voilà un des résultats de ma recherche. Mais je me suis dit que ce n'était pas suffisant. C'était déjà de très bonnes données, mais j'avais besoin de plus d'informations, plus de données. Et donc, je me suis renseignée sur d'autres outils que nous avons pour faire une recherche. Avec cela, nous avons utilisé cette machine pour faire une cartographie 3D. Ceci nous aide à scanner tous les angles et avoir une image en 3D et avec les softwares corrects, nous pouvons voir la structure de la canopée et nous pouvons les rassembler pour avoir la vision de toute la zone qui a été scannée. Donc ici, dans cette diapositive, vous voyez un exemple de la façon dont LIDAR voit le buisson. Nous nous basons dans les données que nous avons reçues de LIDAR et nous pouvons calculer l'auteur et la structure de l'auvent. Nous avons aussi les charges de combustible et rétablissement de la forêt. Tout ceci rassemblé grâce à ce scanner. Donc voilà comment LIDAR voit la forêt. Pendant que je rassemblais mes bases de données, ma recherche, il y a eu un incendie forestier catastrophique en Australie en 2019 et 2020. On l'a appelé l'été noir car les feux de brousse de l'été ont brûlé 24 millions d'hectares. Il y a eu un grand impact sur la flore et la faune et il y avait d'autres choses qui se passaient autour du monde qui nous a pas pu donner l'opportunité de revenir et voir la zone après l'incendie. Donc, nous avons dû utiliser le scanner LIDAR pour collecter les données. C'était un grand privilège de pouvoir l'utiliser. Il y a des entreprises qui ont fait voler leurs drones LIDAR pour collecter des données un an après l'incendie et ils ont déjà des données avant et après l'incendie forestier. Donc avant c'est en 2011 et après 2021. Ceci était au début de mon analyse de recherche, donc il y aura plus de résultats qui vont s'introduire dans l'avenir. Donc voilà un exemple de ce qu'on a pu faire après les données en 2011 et 2021. On a pu calculer et mesurer l'auteur et les structures de l'auvent des arbres où j'habite, New South Wales. Donc, ces données sont de cette zone spécifiquement. Comme vous voyez, en vert, nous voyons l'auteur des arbres qui commence. Oui, donc c'est l'élévation qui va de 0 mètre à 30 mètres ou même plus de 30 mètres. Et la plupart d'entre eux se regroupent à 15 mètres. Et après, nous voyons aussi une baisse après l'incendie. Donc, nous voyons que beaucoup de ces arbres ont été brûlés. Nous voyons des charges de combustible qui a causé que la structure de forêt d'eucalyptus change. Et aussi, beaucoup d'espèces sont mortes au cours de cet incendie. Je sais que beaucoup de chercheurs sont allés sur le terrain pour rassembler des données sur le terrain, ce qui nous aide à avoir
une image satellitale plus complète pour voir comment la forêt répond à répondre à cet incendie catastrophique. Donc, je viens d'expliquer comment une personne normale rentre dans la forêt, comment un chercheur rentre dans la forêt, comment les scanners voient la forêt ainsi qu'un scanner LIDAR. Mais maintenant, je veux vous montrer comment les pompiers et les gestionnaires de terre voient la forêt. Je suis très intéressée de voir à travers de vos yeux. Donc, le scanner LIDAR nous donne des données très précises et détaillées sur ce qui se passe dans la forêt. En utilisant toutes ces données de recherche et toute l'information rassemblée, fournie et publiée par les chercheurs, nous voyons qu'elle peut être très bénéfique pour établir des collaborations et de faire de cette planète un monde meilleur, car il y a un changement climatique qui se passe partout dans le monde. Peu importe si vous êtes en Australie ou en Canada, nous savons que tout le monde expérimente ce changement climatique, ce dérèglement climatique. Donc, il serait très important de combiner toutes nos expériences, nos points de vue et toutes les informations que les chercheurs, les étudiants chercheurs tels que moi-même, Émilie, nous pouvons renforcer la résilience climatique et la préparation aux incendies forestiers par une gestion éclairée des risques. Et ça sera tout de ma part. Merci. Merci beaucoup, Sémine. Et je veux aussi dire qu'il est très tôt pour toi en Australie. Donc, merci d'avoir fait l'effort de te lever très tôt ce matin. Nous voyons aussi des commentaires dans la boîte de clavardage, des applaudissements. Merci beaucoup. Et je vais donner la parole à notre troisième étudiant. Une seconde. Simin, merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Kai Wei pour la prochaine présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de clavardage. Émilie a déjà répondu à quelques-unes de vos questions. Et il est très important d'avoir cette conversation sur les nouvelles technologies, comment les utiliser, les déployer. Et je crois que le changement climatique est une des premières introductions que nous pouvons faire pour donner la parole à Kai Wei. Et avant de commencer, j'aimerais juste noter tous ceux qui travaillent dans la gestion des incendies et pas tellement dans le monde académique. Je veux dire que Kai Wei vient de publier un document dans un journal scientifique pendant son doctorat qui est un très grand accomplissement. Félicitations Kai Wei, à toi. Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Merci. Merci Heather pour cette présentation. Je suis Kai-Wei Luo, étudiant doctorat à l'Université de l'Alberta et mon superviseur est Mike Shinigan. Je suis très contente de faire cette présentation aujourd'hui et de présenter ce sujet sur la sécheresse et les incendies nocturnes en Amérique du Nord. Donc, effectivement, ma recherche a été publiée dans ce magazine de Nature. Lorsqu'il y a des incendies, est-ce que c'est pendant une journée active, une nuit calme? Donc, il y a
un cycle diurne des incendies et gestion actuelle des incendies. Voilà notre compréhension traditionnelle des incendies forestiers. Mais ceci a changé la pratique courante quant à la suppression et les incendies agriculturels. Mais les choses ont changé. Les nuits se réchauffent plus vite que les jours. Nous savons que ces changements de conditions diurnes se traduisent dans une exacerbation des incendies et que les brûlures nocturnes reçoivent moins d'attention, car il y a un refroidissement nocturne que c'est ce qui cause une barrière dans l'incendie. Grâce au rapport des pompiers de première ligne et l'observation par satellite, nous avons pu rassembler beaucoup de données pour voir une augmentation de la fréquence et de la durée des incendies nocturnes et absence de secours. Mais des fois, les pompiers ne peuvent même pas se reposer pendant la nuit. Nous avons vu beaucoup de préoccupations. Donc, ce qui nous ramène à un point de basculement. Les brûlures auto-entretenues et incendies extrêmes peuvent se voir comme une augmentation de l'inflammabilité nocturne. Ceci nous donne une extension de la période de combustion diurne vers un point de basculement. Donc, nous vivons des incendies plus extrêmes. Nous utilisons des satellites géostationnaires pour reproduire des images. Et voilà au Canada les images que nous avons. Au Canada et aux États-Unis, nous avons des fiches d'incendie terrestre, des données climatiques correctes et l'apprentissage automatique. Tout cela pour mieux comprendre l'exploration de ce phénomène émergent de combustion nocturne, y compris son étendue, ses caractéristiques, moteurs, implications et prévisions. Nous avons pu faire une analyse des grands incendies en Amérique du Nord qui nous donne plus de 1000 nuits de brûlage nocturne. Du côté gauche de la diapositive, vous voyez la surface brûlée et où se trouvent ces brûlages nocturnes. Ces deux zones sont les zones qui expérimentent les incendies les plus grands en Amérique du Nord. En général, nous voyons plus de BN comme une corrélation positive entre la taille de l'incendie et le nombre de BN. Donc nous voyons cette corrélation. Nous avons aussi vu que 90% de la superficie totale brûlée se passe dans des grands incendies. Et 20% des grands incendies, donc plus de 1000 hectares, donc 20% de ces grands incendies étaient des incendies de brûlage nocturne, ce qui contribue à 90% de la superficie totale brûlée et le grand incendie représentant 10%. Deuxièmement, parlons de brûler pendant des nuits consécutives. Dans 2 tiers des cas, le brûlage nocturne continue à brûler de façon consécutive et peuvent s'étendre pendant 2 nuits consécutives sans interruption.
Ces types d'incendies peuvent être actifs et continuer à brûler pendant des semaines. Dans ce cas-là, nous allons avoir des résultats qui limitent les stratégies et les opportunités. Les brûlures top 10 ont eu une moyenne de 27,1 brûlures nocturnes. Dans cette partie, j'aimerais parler des conditions, les conditions météorologiques extrêmes pour les incendies. Donc, nous voyons que des conditions météorologiques extrêmes favorisent l'ébène et la propagation des incendies. Nous voyons des conditions plus chaudes, plus sèches et plus venteuses associées au benne. Le brûlage nocturne a des conditions plus extrêmes qui a une propagation de l'incendie. Donc, cette température à voir, cette météo à voir avec le brûlage nocturne qui peut se propager dans la zone d'une façon très significative. Ceci explique aussi pourquoi le BN se passe dans des conditions météorologiques extrêmes. Nous avons aussi la sécheresse comme principal facteur de BN. Nous avons déjà parlé à ce sujet pendant très longtemps. Donc ici, j'aimerais noter le facteur le plus important qui est la cité, la quantité cumulée de combustible ont joué un rôle crucial dans le soutien des BN. Plus précisément, l'IH ou l'ICD s'est avéré être le facteur le plus important. Grâce à ces variables, nous savons qu'elles sont cumulables et qui ne répondent pas seulement aux fluctuations diurnes, mais ce sont des variations qui présentent des décalages temporels de plusieurs jours à plusieurs semaines. Ceci explique aussi pourquoi la sécheresse favorise le brûlage nocturne. Pour conclure, cette condition de sécheresse perturbe la météorologie, il favorise le brûlage nocturne et peut être un mécanisme clé dans l'apparition d'incendies extrêmes. Donc, j'aimerais parler maintenant de la prévision. Quant à la combustion nocturne est prévisible. Les conditions diurnes sont en grande partie à l'origine de l'apparition des bennes. Les agences publient ce type de données et donc il est important de voir si nous pouvons prédire si un ben va s'activer pendant la nuit en prenant compte des conditions. Donc ici, nous avons le fonctionnement pour les pompiers qu'ils aient plus de temps à répondre. Donc en utilisant ce modèle de prévision, nous pouvons bien prévenir et nous sommes rendus compte aussi que nous pouvons explorer la prévisibilité des bennes dans de tels contextes et comprendre le couplage entre les conditions diurnes et des incendies forestiers. Maintenant, parlons des défis liés au brûlage nocturne, les gestions des incendies. Tout d'abord, nous avons le temps.
Le timing. Les BN se produisent lorsque la capacité de suppression des incendies est déjà mise à rude épreuve. L'allongement de la durée du feu, l'augmentation de la surface brûlée, de son intensité, ainsi que le comportement extrême du feu peuvent augmenter la façon exponentielle des dépenses liées au l'endiguement. Deuxièmement, nous avons les options de confinement limitées et feu échappé. Nous avons observé un début précoce et des occurrences consécutives de BN. Troisièmement, les pompiers qui sont difficiles à relever et il y a une visibilité réduite et situation nocturne plus compliquée. Donc, ceci peut empirer la situation et finalement, pression budgétaire croissante. Donc, nous croyons qu'il est important de contacter des efforts de détection précoce des incendies et développement de nouveaux outils pour faire face à tous ces défis. Nous avons aussi observé les conditions météorologiques extrêmes et la perturbation accélérée au cycle diurne des incendies. Donc, cette augmentation accélérée des incendies météorologiques sont colocalisés. Finalement, j'aimerais parler du scénario futur. Je vais parler sur la sécheresse et le réchauffement. La transition vers des sécheresses soudaines, telles que j'ai mentionné, ces sécheresses soudaines, intensifiées et prolongées, devraient réduire le délai d'accumulation des facteurs conduisant au BN, plus rapidement et plus fréquemment à la suite les uns des autres. Tout ceci va ramener plus d'enjeux. Et nous avons aussi le réchauffement. Les températures nocturnes augmentent, ce qui a un potentiel d'entraîner des changements plus importants dans les schémas de combustion diurne. Voilà les messages clés à retenir. Peut-être qu'il y a trop d'informations dans cette diapositive. Si vous voulez lire à votre temps, vous pouvez prendre une photo. Et ça sera tout de ma part. Merci. Excellent, merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations pour cette présentation. Nous avons quelques minutes de plus et je peux vous partager les courriels électroniques de nos étudiants si vous avez des questions. Je vois qu'il y a des questions et beaucoup de commentaires dans la boîte de clavardage, ce qui est génial. Et il y a quelques questions pour Émilie. Donc, Émilie, je vais te donner une minute pour répondre aux questions. Très bien, merci beaucoup, Heather. Donc, pour répondre, il y a une question sur l'utilisation d'applications militaires et je comprends que beaucoup d'armées utilisent ce type d'outils et mécanismes et voir si nous pouvons utiliser quelques-uns pour résoudre et l'utiliser dans le contexte d'incendies forestiers. Il y a eu aussi une question sur la fumée et sur la longue durée des incendies qui peuvent durer toute la nuit et comment cela peut impacter les aéronefs. Tout cela pour dire qu'il y a beaucoup de questions sur l'utilisation d'avions pendant la nuit. Ce sont des questions très intéressantes et peut-être qu'à la fin, nous pouvons changer la façon dont nous utilisons l'avion dans ce contexte d'incendie. Heather, est-ce que tu veux que je continue ou...
on laisse les autres répondre à d'autres questions. Je vois une question sur les incendies avant les BN, si c'est à cause d'eux ou parce que les conditions étaient mauvaises pendant les jours également. Probablement tout cela, je devrais probablement lire l'article. Pour ceux qui n'ont pas encore lu l'article, le brûlage nocturne, on demande si les incendies étaient aussi grands même avant le brûlage nocturne. Excellente question. Et la réponse est oui. Je ne sais pas si je peux partager mon écran ou retourner à mes diapositives. Désolée, on n'a pas le temps. Donc pour répondre vite fait, la réponse est oui. Et probablement tout est important. Donc il y a des incendies qui ont un brûlage nocturne au début, dès qu'ils sont activés. Et aussi, si cela fait quelques jours consécutifs que l'incendie reste actif, donc c'est long, ça peut être par un front de sécheresse ou bien une vague de chaleur. Et ça continue. Et quant aux conditions des jours, vous pouvez voir notre modèle de prédiction qui nous montre les données très importantes quant au brûlage nocturne. Merci. Simine, j'ai vu que quelqu'un a écrit un commentaire pour toi qui dit qu'il voit la forêt comme carburant. Donc, le commentaire dit, je vois la forêt comme un combustible, l'envahissement et les espèces invasives, des forêts surpeuplées, une mortalité importante, ainsi que la sécheresse et le stress nutritionnel qui font que les incendies de forêt brûlent plus intensement et que les distances de repérage deviennent un problème. Cela entraîne également une augmentation de la production de fumée. Simine, est-ce que tu peux nous donner un peu de ton expérience en Australie? Donc, nous avons accès aux données rassemblées par les agences de gestion d'incendies forestiers en Australie. Nous n'avons pas l'opportunité de faire voler notre propre drone et rassembler les données. Donc, d'après notre recherche et nos questions, nous devons utiliser tout ce qui soit disponible. J'ai pas eu le temps de parler d'autres sujets importants tels que les différentes variables impliquées dans l'analyse que nous faisons, car nous avons seulement la structure, mais nous avons aussi beaucoup d'autres couches de données fournies par le gouvernement dans leur site web qui considèrent la topographie, la cartographie, l'humidification de la terre, l'humidité de la terre, mais nous voyons que tout cela cause un problème pour avoir une image plus claire par le drone et le scanner LiDAR. Mais il y a aussi d'autres données d'image satellitales de haute qualité qui peuvent s'utiliser et qui s'utilisent beaucoup. Par exemple, nous voyons une résolution à 3 mètres. euh, nous devons payer pour ce type d'outils, mais
ça nous fournit des données très importantes et nous pouvons toujours superposer les différentes couches de données que nous voyons ou que voit le scanner ou le laser pour le voir correctement. Et il y a tellement d'images satellitales que nous pouvons utiliser et combiner. Donc, il est toujours une bonne idée de valider les résultats et les informations que nous recevons des drones, des scanners, des lasers LiDAR et d'autres images qui sont disponibles. J'espère avoir répondu à la question. Mais voilà quelques points que j'ai pas mentionnés pendant ma présentation. Oui, je sais que c'est un grand défi pour vous trois et c'était aussi un grand défi pour moi quand je faisais de la recherche de pouvoir résumer toutes les informations que nous avons dans une petite présentation de 10 ou 15 minutes, car il y a tellement d'informations derrière. Et donc, j'aimerais juste dire que notre audience vous applaudit. Je vois beaucoup de commentaires, de remerciements pour vos présentations. Je suis très contente de voir que c'est vous, les chercheurs, et le type de recherche que vous êtes en train de mener ici au Canada et partout dans le monde. Ce sont des sujets très importants. Nous avons quelqu'un qui s'est centré sur l'aviation, d'autres sur le combustible et d'autres sur la conduite des incendies, les drones et tout cela. Donc, tout ceci a un impact très profond dans tout ce que nous faisons dans les agences de gestion. Donc, merci beaucoup. Excellente présentation. Et je vous rappelle que notre prochaine conversation nationale de recherche et innovation se déroulera en décembre et nous allons parler de l'avenir des carburants. N'hésitez pas à nous écrire un courriel électronique pour faire un suivi de cette présentation. Merci encore une fois à nos étudiants et merci de faire ce résumé de beaucoup de données dans une présentation de quelques minutes. Merci tout le monde, ce serait tout de